Hola a todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. L'affaire d'aujourd'hui est très récente et en plus d'être rocambolesque, elle est dramatique. C'est un peu le même style là, que ce qu'il s'est passé dernièrement avec l'arnaque Brad Pitt, mais là l'issue est un peu plus macabre malheureusement. Au moment où cette vidéo sortira, je serai probablement à l'étranger et en théorie mon roman est à présent disponible sur Amazon. Je vous glisse le lien en barre d'infos et dans l'espace commentaire. C'est un thriller dont l'histoire vous intéressera à défaut de vous plaire, j'espère. Ce que je vous propose à présent, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement et puis je vous dis à tout de suite. Tres hermanos, dos mujeres y un hombre con edades comprendidas entre los 70 y 80 años han sido hallados muertos con signos de violencias este jueves en el interior de su vivienda situada en la localidad madrileña de Morata de Tajuña. A primera hora de la mañana, agentes de la Guardia Civil han accedido a la vivienda y se han encontrado los cadáveres apilados y parcialmente quemados. L'histoire d'aujourd'hui démarre en 2014 à Morata de Tajuña, une paisible bourgade de 8000 habitants située à une trentaine de kilomètres de Madrid. Lorsqu'Amelia exhibe fièrement la photo de son fiancé américain, un grand combattant incroyablement séduisant et immensément riche, elle est loin d'imaginer que son cher Edward n'est pas celui qu'il prétend être, et que cette relation virtuelle va précipiter sa famille dans une spirale tragique. Et pour vous raconter comment la vie de trois personnes ordinaires a basculé de la manière la plus inattendue qui soit, je dois d'abord vous présenter la fratrie Gutiérrez Ayuso. En 2014, donc, Amelia a 60 ans et elle a une sœur et un frère aîné. Ángeles, 63 ans, et Pepe, 69 ans. Ils sont originaires de Castille-La Manche, mais dès leur plus jeune âge, la famille a déménagé pour s'installer dans un appartement à Madrid, puisque le père de famille y avait trouvé un travail de portier. Amelia a mené une scolarité plutôt classique avant de travailler aux côtés d'un antiquaire renommé. Ángeles, elle, a fait des études de pédagogie, elle a ensuite exercé toute sa vie comme institutrice. Quant à leur grand frère Pepe, il souffre d'une déficience intellectuelle assez prononcée. Depuis petit, il a donc toujours été pris en charge par sa famille. Amelia, sa sœur et son frère ont toujours vécu ensemble. Ils n'ont jamais été mariés, ils n'ont pas eu d'enfants. Et après la mort de leurs parents, ils sont restés ensemble dans leur appartement de Madrid. Ils n'ont pas de famille proche et leur quotidien est plutôt simple. On ne va pas dire que c'est monotone, mais presque. Cela dit, depuis leur retraite, quelques années plus tôt, ils passent régulièrement du temps dans leur résidence secondaire à Morata. Ça leur permet de s'éloigner ponctuellement de l'agitation de la ville. Et puis c'est là où ils ont grandi avant de s'installer à Madrid. Donc c'est en quelque sorte un retour aux sources. À Morata, Amelia est connue pour être profondément catholique. Elle est très croyante et elle participe activement à la vie religieuse et culturelle de la communauté, notamment au sein de la chorale de la paroisse. Certains voisins la décrivent comme une femme agréable mais présomptueuse. Amelia aime avoir raison sur tout. Si vous êtes allé quelque part, Amelia y est allée aussi. Si vous connaissez un produit, Amelia l'a déjà testé. Si vous lui dites qu'elle se trompe, c'est vous qui avez tort. Elle a quand même son petit caractère, même si on reconnaît qu'elle est agréable. Ce qui contraste avec le caractère d'Ángeles, c'est une femme plus douce et plus discrète. Pepe, quant à lui, est très apprécié par la communauté locale, même s'il est limité. Il ne peut pas participer à la vie sociale de la localité, mais il est touchant et ses sœurs sont très protectrices avec lui. D'ailleurs, le trio se déplace toujours ensemble. On leur donne même le surnom Las Amelias, en référence à Amelia, puisque c'est un peu elle la chef de troupe. Comme je vous l'ai dit, la fratrie mène une existence tranquille et un peu monotone. Peut-être trop monotone au goût d'Amelia, qui décide en août 2014 de se créer un compte Facebook pour s'ouvrir au monde moderne. C'est un geste anodin pour la plupart d'entre nous, mais vous le verrez qu'il aura des conséquences dramatiques. Au départ, Amelia est timide, c'est nouveau pour elle, donc elle se contente de partager des icônes religieuses et des images inspirantes aux messages tendres. Puis au fil des semaines, elle commence à dévoiler des bribes de sa vie personnelle, des photos de ses défunts parents, de la chorale de l'église et bien sûr de ses inséparables frères et sœurs, Ángeles et Pepe. Et rapidement, Amelia attire l'attention de plusieurs hommes. C'est une belle femme, Amelia. Certes, elle a la soixantaine, mais elle est très coquette. Et parmi les hommes qui lui envoient un message, un en particulier suscite son intérêt. En 2015, Amelia reçoit un message sur Facebook d'un certain Edward, un séduisant colonel de l'armée américaine de 70 ans en mission en Afghanistan. Il lui envoie le message suivant en espagnol. Bonjour, j'ai passé un moment à parcourir ta page et regarder ta belle photo. Je suis émerveillée par l'incroyable beauté avec laquelle Dieu t'a créé. Je veux vraiment en savoir plus sur ce bel ange avec lequel je suis bénie. J'ai essayé de t'ajouter mais cela n'a pas fonctionné. Si cela ne te dérange pas, je voudrais que tu m'ajoutes comme ami.
Pour ceux qui connaissent un petit peu Internet et les arnaques en ligne, il y a déjà quelques signaux d'alerte. Mais pour Amelia, qui n'a jamais connu l'amour, voilà qu'un bel homme en uniforme s'intéresse à elle. Un Américain qui plus est. Elle demande Edward comme ami, ils commencent à échanger quelques jours, mais rapidement, Edward lui indique que les conversations sur Facebook ne sont pas sécurisées et qu'il préfère continuer sur WhatsApp, ce qu'elle accepte. Les jours qui suivent, Edward bombarde Amelia de compliments. Il lui dit par exemple qu'elle a des yeux envoûtants et un sourire captivant. Il lui parle également de son quotidien difficile en Afghanistan, de sa solitude, mais grâce au sourire d'Amelia, ses journées sont illuminées. Et dans l'enfer de la guerre, elle est la seule chose qui lui donne de l'espoir et l'envie de continuer. C'est flatteur, n'est-ce pas? Et forcément, Amelia n'y est pas insensible. L'échange de messages est quotidien et Edward finit même par avouer à Amelia qu'il est fou amoureux d'elle et qu'il le restera jusqu'à sa mort. Il lui promet une vie à deux en Espagne, pleine de bonheur et de richesse, et ils finissent par se fiancer virtuellement. C'est une façon de sceller leur amour et de se promettre l'un à l'autre. Tant que la guerre n'est pas terminée, ils vont devoir faire preuve de patience, mais cela ne pose aucun souci à Amelia. Elle lui confirme qu'elle l'attendra toujours. Elle l'aime, et elle passe son profil Facebook en fiancée pour signifier qu'elle est à présent en couple. Le piège vient de se refermer sur elle. Après quelques semaines de messages enflammés et de promesses d'amour éternel, comme vous pouvez vous en douter, Edward commence à solliciter l'aide financière d'Amelia. Il lui avait pourtant affirmé qu'il était immensément riche, mais là il se trouve dans l'impossibilité d'accéder à ses comptes depuis sa zone de guerre en Afghanistan. Forcément. Edward raconte qu'il a des frais de voyage imprévus, des dépenses médicales urgentes et des impôts exorbitants. Et aucun moyen de les payer. Amelia, qui perçoit une petite retraite, commence à lui envoyer de l'argent. Alors au début, ce sont de petites sommes. C'est presque dérisoire comparé à l'amour qu'elle porte à Edward. Puis les demandes ponctuelles deviennent rapidement incessantes. Et chaque transfert d'argent est justifié par une nouvelle catastrophe dans la vie d'Edward. Blessures de guerre, maladies mystérieuses ou problèmes administratifs inattendus. Et toujours cette impossibilité d'accéder à ses comptes. Amelia n'hésite pas à lui envoyer tout ce qu'elle a. D'ailleurs, elle puise même dans ses économies et les sommes s'accumulent de manière vertigineuse. 1000 ou 2000 euros par-ci, 3000 euros par-là. Là, beaucoup se demandent comment cette situation n'a pas paru étrange aux yeux d'Amelia, un colonel de l'armée américaine prétendument fortuné qui lui demande constamment de l'argent. Un homme qu'elle n'a jamais rencontré et avec qui elle n'a jamais parlé de vive voix, qui plus est. Alors, cette question paraît évidente pour un observateur extérieur, mais Amelia ne se méfie pas. Elle est trop amoureuse de cet homme qui semble représenter une sorte d'échappatoire à la monotonie de sa vie. N'oubliez pas qu'elle n'a pas d'enfant, pas de petits copains, elle a un certain âge, elle vit avec sa sœur et son frère, il ne se passe pas grand-chose dans sa vie. Donc quelque part, Amelia, c'était la victime parfaite. Et c'est même pas terminé, les gars. Là, c'est juste le hors-d'œuvre. Quelques semaines plus tard, au détour d'une conversation, Edward révèle à Amelia qu'il doit récupérer un héritage colossal. Et quand je vous dis colossal, ça représente des demeures luxueuses aux États-Unis et plusieurs millions de dollars. Mais sa situation en Afghanistan l'empêche de régler les frais administratifs et les impôts nécessaires pour débloquer cet héritage. Il propose à Amelia un marché. En échange de son aide pour payer les frais, il lui promet 7 millions de dollars. Et Amelia accepte sans hésiter. Non seulement elle va aider l'homme qu'elle aime, et en plus avec ces 7 millions, c'est un ticket pour une vie de bonheur aux côtés de son beau colonel américain. Elle se rend quotidiennement au bureau de poste local pour remplir méticuleusement les formulaires des mandats postaux, et les employés de la poste sont bien sûr témoins de ce manège. Amelia est systématiquement souriante lorsqu'elle effectue ses transactions. Chaque euro qu'elle envoie à Edward est un pas de plus vers cette fortune promise. Chaque transfert bancaire la rapproche de ce rêve qu'elle n'aurait jamais osé imaginer quelques mois plus tôt. Et rapidement, toute la petite commune de Morata apprend l'histoire d'amour d'Amelia. Elle ne tarit pas d'éloges sur son fiancé, et dans chaque conversation, que ce soit à l'église ou au supermarché, ses yeux brillent de fierté lorsqu'elle décrit son futur mari. Beau, riche, héroïque. Elle montre même fièrement à sa photo à qui veut la voir, et elle la poste également sur Facebook. Comme vous pouvez vous en douter, même si certains y croient, la plupart des habitants n'y croient absolument pas. Ils trouvent son histoire trop belle pour être vraie. Ça ressemble à une belle arnaque en ligne, ça. Mais à ceux qui doutent, elle leur explique qu'elle et Edward se sont rencontrés en vacances à la plage. C'est bien la preuve qu'il existe, non? Amelia croit tellement à cette histoire qu'elle commence même à fouiller les annonces d'appartements à 1 million d'euros dans les quartiers les plus huppés de Madrid. Et au fil des semaines, on la voit même se laisser pousser les cheveux. C'est pour se faire un chignon le jour de son mariage. Ses proches et ses voisins qui savent qu'Amelia n'a pas vraiment rencontré Edward en vacances sont très inquiets pour elle. Ils tentent bien sûr de lui faire comprendre qu'il s'agit d'une arnaque. Elle n'a jamais vu cet homme en personne, elle ne l'a même jamais eu au téléphone. Ils lui demandent d'être prudente et ils lui suggèrent d'attendre qu'Edward récupère son
prétendu héritage et viennent en Espagne avant de faire des projets. Mais Amelia persiste. Elle affirme avec conviction à qui veut l'entendre que son fiancé va bientôt arriver et que leur mariage est imminent. Es decir, que estaban siendo estafadas. Sí, sí, claro, sí, es que eso estábamos diciendo, todo el mundo, los vecinos, todo el mundo le decíamos, pero si Amelia, si esto es una estafa, que no, que lo mío no es una estafa, siempre decía ella. ¿Cómo conocieron a esas personas? ¿Lo sabéis? Internet. A través de redes. Claro, por las redes sociales, entonces él nos enseñaba la foto de un señor, pues lo que enseña todo el mundo. El típico militar con un montón de medallas, de pelo blanco, y te dicen, pues eso, de que es el novio y que le van a traer 7 millones de euros. Et en attendant, elle continue d'envoyer de l'argent, sans compter. Jusque-là, la situation financière des frères et sœurs était plutôt confortable. Leurs parents leur ont laissé 2 biens, un appartement à Madrid et une maison à Morata. Ils ont également des rentes sur des terres, mais rapidement, leurs finances commencent à se dégrader. Amelia n'en voit plus seulement sa retraite et ses économies. Dans sa frénésie, elle puise également dans les ressources d'Andrés et Pepe. Alors, au début, Andrés était sceptique. Comment un général américain peut-il avoir autant besoin d'argent? Mais Amelia a toujours réponse à tout. Elle parle de frais de douane, de taxes spéciales, de problèmes administratifs complexes. Et il ne faut pas oublier cette promesse d'un héritage colossal qui les attend tous. Donc petit à petit, Andrés a cédé. Dorénavant, elle partage l'euphorie d'Amelia et elle croit dur comme fer à cette histoire. Pepe, lui, ne comprend pas vraiment cette situation en raison de sa déficience intellectuelle, mais il semble sensible à l'excitation de ses sœurs. Pour lui, voir ses sœurs aussi heureuses, c'est tout ce qui compte finalement. Les pensions retraite d'Amelia et de sa sœur et l'allocation d'invalidité de Pepe sont systématiquement vidées dès leur arrivée sur les comptes, tout comme les rentes provenant des terres familiales dans leur ville natale. Les 2 sœurs envoient des sommes de plus en plus importantes à Edward. Tout leur patrimoine construit patiemment par leurs parents au fil des décennies font comme neige au soleil. Mais ce n'est pas assez pour Edward. Il est de plus en plus exigeant, de plus en plus pressant avec de nouvelles histoires rocambolesques. En plus de l'héritage en attente, Edward raconte à Amelia qu'il est en danger en Afghanistan. On le menace s'il n'envoie pas d'argent à certaines personnes. Et Amelia et Andrés sont terrifiés à l'idée qu'il puisse lui arriver quelque chose. Mais elle ne dispose pas de fonds supplémentaires, elle lui envoie déjà tout. C'est là qu'elle commence à impliquer leur cercle social. Les fidèles de l'église sont mobilisés. Amelia est impliquée dans la vie religieuse de sa communauté, donc on lui fait confiance. Elle et Andrés emmènent elles-mêmes les fidèles dans des bureaux de poste et elle les supplie d'envoyer de l'argent à de supposées ONG pour enfants orphelins ou maltraités. Certains fidèles y croient et acceptent, ils envoient de l'argent, mais d'autres se méfient et refusent de participer. Ils sentent que quelque chose cloche dans ces demandes pressantes. Dis-donc que les 2 femmes insistent tellement qu'elles se mettent même parfois à genoux pour supplier les fidèles. Dans la petite commune, ceux qui voient les 2 sœurs s'enfoncer chaque jour davantage s'inquiètent de plus en plus. Notamment le coiffeur de la commune qui est très proche d'Amelia et Andrés. Il les avertit à nouveau qu'elles se font arnaquer, mais les sœurs refusent de l'écouter. Leur réponse est toujours la même. Oui, nous vivons confortablement, mais avec 7 millions, nous vivrons encore mieux. Cette phrase devient leur mantra, justifiant chaque euro envoyé. Au fil des années, leur obstination à recevoir ce supposé héritage les isole progressivement de leur cercle social. Plus leur entourage essaie de les raisonner, plus elles se retranchent dans leurs convictions. Nous sommes maintenant en 2019, soit 4 ans après le début de cette histoire, et l'héritage promis par Edward n'est toujours pas arrivé. Et pourtant, l'obsession d'Amelia et d'Andrés ne faiblit pas, bien au contraire. Afin d'obtenir plus d'argent à envoyer à Edward, et après avoir épuisé toutes leurs ressources et tous leurs contacts, elles prennent une décision totalement insensée: vendre leur appartement de Madrid. Cet appartement, c'est toute leur vie, c'est le lieu où elles ont vécu pendant des décennies avec leurs parents et avec leur frère Pepe, mais qu'à cela ne tienne. Elles le mettent en vente à un prix inférieur à sa valeur marchande pour s'assurer une transaction rapide. Ce qui étonne d'ailleurs un agent immobilier, mais bon, c'est une vente pour lui, et l'appartement est acheté en quelques jours à peine pour la somme de 140 000 €. C'est une somme complètement dérisoire par rapport à la valeur du bien. Je suis allée vérifier sur internet, elles l'ont vendu peut-être 3 ou 4 fois moins cher à ce qu'il valait vraiment. Et lorsque leur voisinage leur demande pour quelles raisons elles ont vendu, les 2 sœurs inventent une histoire de déménagement à la campagne pour mener une vie plus simple. Bon, en soi, elles sont obligées de déménager définitivement à Morata, elles n'ont pas le choix vu qu'elles ont vendu l'appartement de Madrid, et la maison de Morata, qui était jusque-là leur résidence secondaire, devient leur résidence permanente. Pepe, quant à lui, suit le mouvement parce qu'il est dépendant de ses sœurs. Elles ne vendent pas seulement à l'appartement de Madrid, bien sûr que non. Elles vendent aussi les terres familiales restantes qu'elles possèdent en Castille-La Manche. Et si vous pensiez que l'histoire s'arrête là, les gars, vous êtes bien loin du compte.
Le soir du réveillon de Noël 2021, donc 6 ans après le début de cette folie, Amelia reçoit sur son téléphone le message d'un certain Michael. Michael se présente comme l'assistant personnel d'Edward et lui annonce qu'Edward a été victime d'un grave accident d'hélicoptère. Selon Michael, le Black Hawk dans lequel voyageait Edward a été abattu par des ennemis en plein vol. Michael insiste sur l'urgence de la situation. Il est très important de pouvoir lui envoyer toute l'aide possible. Et vous l'aurez compris sans que je le précise, l'aide en question, c'est de l'argent. Cette fois, cela dit, le scénario est un peu plus élaboré. Michael explique à Amelia qu'il a consulté son profil Facebook, il a regardé les photos et il est tombé éperdument amoureux de sa sœur Andrelés. Il lui écrit qu'il a été captivé par sa beauté. Andrelés entame donc aussitôt la conversation avec Michael sans aucune méfiance. Et à son tour, elle tombe rapidement sous le charme de ce séduisant soldat. Les deux sœurs sont désormais toutes les deux amoureuses de militaires américains virtuels. Et le plus fou, enfin, l'un des éléments les plus fous dans cette affaire, c'est que quelques semaines après, Andrelés est parvenue à se marier par procuration avec Michael. Bon, on ne sait pas si de faux documents ont été envoyés au tribunal ou comment ça s'est passé, mais Andrelés est mariée à ce soldat lui aussi immensément riche. Et comme sa sœur Amelia, elle a elle aussi commencé à lui envoyer de l'argent, évidemment. Les mois passent et au début de l'année 2022, Michael prévient les deux sœurs que l'état d'Edward à l'hôpital se dégrade de plus en plus et qu'il fait son maximum pour le faire rapatrier en Espagne. Et dans la foulée, les deux sœurs reçoivent par la poste une lettre de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, le président du gouvernement espagnol. Bon, en tout cas, c'est ce qu'elle pense, hein, mais des proches des deux sœurs qui ont eux aussi vu la lettre à l'époque et qui ont plus tard témoigné déclarent que c'était risible. La lettre clairement était bourrée de fautes d'orthographe. Ça se voyait hein, que c'était un travail d'amateur, mais pour les deux sœurs, non, c'était la lettre du président. Et dans sa lettre, Pedro Sánchez a une très bonne nouvelle pour les deux sœurs. Il leur explique qu'il va aborder la situation d'Edward avec Joe Biden, le président des États-Unis. Joe Biden doit se rendre au sommet de l'OTAN à Madrid en juin 2022. Ce sera l'occasion de demander au président américain la possibilité de rapatrier les deux soldats en Espagne pour qu'ils vivent leur histoire d'amour avec les deux sœurs. Je sais, les gars, que c'est une histoire bizarre, mais encore une fois, faut pas oublier que ce sont deux femmes âgées qui ne connaissaient rien à Internet avant de faire la connaissance de ce soldat américain. Toujours est-il que lorsqu'Amelia reçoit cette lettre, elle en parle à Michael, elle lui explique qu'elle ne peut pas attendre jusque-là. La situation est urgente, elle craint pour Edward dont la santé décline jour après jour, et puis il y a ses ennemis qui veulent le tuer. Pas de panique, Michael a une solution. Il propose aux sœurs de faire venir un hélicoptère privé en Afghanistan pour rapatrier Edward. Ça ne leur coûtera que 35 000 €. Ok. Malgré les avertissements répétés de leur voisinage, malgré le fait que les troupes américaines ont quitté l'Afghanistan depuis l'été 2021, Amelia et Andrelés restent persuadées de la véracité de chaque détail de cette histoire loufoque. Les employés de la Poste et de leur banque les avertissent qu'il s'agit de ce qu'on appelle une escroquerie amoureuse, mais les sœurs insistent sur le fait que leur histoire d'amour est bien réelle. Elles s'endettent de plus en plus pour satisfaire les exigences de leurs supposés amoureux. Elles ont déjà dilapidé le généreux héritage de leurs parents, elles ont vendu l'appartement de Madrid et les terres de Castille, elles sollicitent ponctuellement des prêts auprès de leurs connaissances ou du curé du village. À présent, elles font du porte-à-porte dans tout Morata. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que leurs demandes sont audacieuses en plus d'être fréquentes. Elles demandent 6 000 € par-ci, 18 000 € par-là, et ça marche, les gars, ça marche. En échange de cet argent, les deux sœurs promettent de rembourser la somme avec des intérêts substantiels lorsque leur héritage sera arrivé. Si vous me prêtez 15 000, je vous rembourserai 20 000. Et en parallèle, elles contactent même des inconnus sur Facebook pour leur demander de l'oseille. Elles sont complètement possédées. En 2022, les deux sœurs prennent rendez-vous chez une avocate et lorsqu'elle se présente et qu'elle lui raconte toute l'histoire depuis 2014, l'avocate pense d'abord qu'elles veulent déposer plainte pour arnaque. Mais pas du tout. Amelia et Andrelés lui présentent des classeurs et des dossiers pour preuve et elle lui demande comment débloquer 30 000 € supplémentaires sur leurs biens puisqu'elles ont déjà épuisé toutes leurs ressources. C'est fou, complètement fou. À ce moment-là, Amelia a 68 ans mais elle semble parfaitement lucide, elle est déterminée. L'avocate leur dit clairement qu'il s'agit d'une arnaque, elles se font voler depuis presque 8 ans mais malgré les avertissements de l'avocate, les sœurs restent inébranlables dans leurs convictions. Leurs deux soldats vont bientôt les rejoindre et les épouser. Mais il leur faut de l'argent. Et manque de bol pour Andrelés, peu après cette visite chez l'avocate, Michael meurt subitement. Son mari, qu'elle n'a jamais vu en personne et à qui elle n'a jamais parlé au téléphone, est mort au combat. Après ça, et là encore ça va vous paraître fou, Andrelés porte le deuil, c'est-à-dire qu'elle pleure, elle s'habille en noir, elle est plongée dans le chagrin, la totale. Mais bonne nouvelle malgré tout.
Andrés reçoit des messages qui lui annoncent qu'elle est l'unique héritière de son mari puisqu'il n'avait pas de famille. Tous ses biens lui reviennent, notamment des maisons et des hôtels à New York. Et comme vous pouvez vous en douter, il est nécessaire de s'acquitter d'une série de paiements et d'impôts pour amorcer les démarches. Et ça se compte en milliers d'euros, bien sûr. Là, vous vous demandez certainement pour quelle raison la banque ou les services postaux n'ont pas alerté les autorités. Pourquoi personne n'a réagi? Alors, le problème qu'il s'est posé dans cette histoire, c'est que la Poste avait prévenu à plusieurs reprises Amelia et sa sœur qu'elles étaient victimes d'une arnaque, mais pour contourner les restrictions et les signalements, les sœurs avaient mis au point une petite stratégie sophistiquée. En fait, elles diversifiaient leurs points d'envoi, elles utilisaient des bureaux de poste et des agences bancaires à Madrid, Morata, Arganda et Chinchón. Elles se sont rendues dans plus de 80 points d'envoi, et parfois elles recrutaient des proches comme intermédiaires pour effectuer des transferts supplémentaires, ce qui leur permettait de dépasser les plafonds quotidiens sans éveiller de soupçons, et surtout d'échapper au radar des employés de la banque. En l'espace de 8 ans, la vie des sœurs et de Pépé a radicalement changé. Comme je vous l'ai dit, ils avaient une vie plutôt confortable, ils sortaient souvent au restaurant, ils voyageaient, ils faisaient du shopping et à présent, ils font face à une situation de précarité alarmante. Ils accumulent les dettes et ils vivent au bord de la ruine. Et ça ne s'arrête pas, puisque les deux sœurs continuent d'envoyer de l'argent à Edward, elles continuent d'harceler leur entourage et tous les habitants de la commune pour les aider. La conséquence, c'est que leur amitié n'ont pas résisté à toute cette pression. Leur comportement est devenu si problématique que la plupart des habitants de la commune changent désormais de trottoir lorsqu'ils les croisent. Et c'est dans ce contexte qu'un nouveau personnage entre en scène à l'été 2022. Dilawar Hussein est un Pakistanais de 42 ans qui vit en Espagne depuis 25 ans et qui a obtenu la nationalité espagnole un an plus tôt. Dilawar mène une existence plutôt simple, il est propriétaire d'un petit cybercafé à Arganda del Rey qui propose des envois d'argent à l'international du type Western Union ou MoneyGram. Et Dilawar travaille sans relâche. Son projet, c'est de faire venir en Espagne sa femme et ses enfants qui sont restés au Pakistan, donc son quotidien se résume à travailler à la boutique, se rendre à la mosquée et rentrer chez lui à Arganda. Mais depuis quelques temps, Dilawar est intriguée par les visites régulières dans son établissement de deux femmes âgées. Elles sont toujours bien habillées, bien coiffées et ornées de bijoux, et elles apportent régulièrement d'énormes quantités d'argent liquide pour effectuer des virements internationaux. Vous l'aurez compris, il s'agit d'Amelia et Andrés. Les journées de Dilawar sont un peu monotones. Donc un jour, alors qu'elles viennent effectuer un énième envoi d'argent, il entame la conversation avec elles et il les questionne sur la provenance de ces fonds. Amelia et Andrés lui racontent alors cette histoire d'héritage imminent. Et dans la conversation, elle lui demande s'il peut les aider. Elles ont besoin de quelques milliers d'euros supplémentaires pour finaliser la succession. Après quoi, elles seront millionnaires. En échange, elles lui promettent des intérêts conséquents. Comme je vous l'ai dit, Dilawar veut faire venir sa famille en Espagne. Il travaille dur pour ça. Donc quand les sœurs lui proposent ce deal, pour lui, c'est la possibilité d'accélérer le processus. Donc il accepte. Il n'a pas d'argent de côté, donc il contracte plusieurs prêts à des taux d'intérêt considérables auprès de la communauté pakistanaise de son quartier. Et il vend même son cybercafé. En tout, il parvient à réunir 30 000 euros qu'il remet aux sœurs. En échange, elles lui rendront 60 000 euros à la fin de l'année 2022 ou au début de l'année 2023, grand max. Les mois passent et les sœurs ne remboursent pas Dilawar. Il insiste encore et encore, mais les deux sœurs lui disent qu'elles n'ont toujours pas reçu leur héritage, donc impossible de lui remettre les 60 000 euros. Dilawar est à présent acculé financièrement, il n'a plus de revenus depuis la vente de son commerce et il est incapable de payer son loyer. Donc il se retrouve à la rue. Dilawar conclut alors un arrangement avec les sœurs. Bon, on ne sait pas si c'est elles qui lui ont proposé ou si c'était son idée à lui, mais quelle que soit la manière, Dilawar s'installe à Morata dans la maison des frères et sœurs, le temps que l'héritage arrive. Au début, la cohabitation est cordiale. Dilawar s'implique dans la vie domestique, il s'entend bien avec la fratrie et il accompagne même les sœurs faire leurs courses. Et au départ, le voisinage pense qu'il s'agit du fameux fiancé américain d'Amelia. Mais les deux sœurs démentent, elles le présentent comme un ami de la famille qui les aide dans leurs démarches administratives. Dans la petite commune, il est très vite surnommé le Noir de Morata. Et aux yeux des habitants, il apparaît comme un homme quelque peu sombre et asocial. Il n'est pas très avenant, Dilawar, mais c'est surtout qu'il veut récupérer son argent pour faire venir sa famille. Malheureusement, il réalise à son tour que toute cette histoire n'est qu'une arnaque. Il passe ses journées avec les deux sœurs et à force de les voir discuter avec le militaire américain, Dilawar comprend. Il comprend que les sœurs sont victimes d'une arnaque monumentale. Il comprend que l'héritage ne viendra jamais. Il comprend qu'elles ne le rembourseront pas et que tous ses espoirs de faire venir sa famille en Espagne se sont envolés. L'argent prêté, ses rêves, son avenir, tout disparaît.
Au mois de janvier 2023, donc quelques mois après le début de la cohabitation, une grosse dispute éclate dans la maison, durant laquelle Dilawar gifle Amelia en exigeant qu'elle lui rende son argent. Ce qu'Amelia ne peut pas faire, elle lui demande de patienter le temps que l'héritage arrive. Dilawar accepte, mais au mois de février, une nouvelle dispute éclate, toujours à propos du remboursement, et cette fois c'est beaucoup plus violent. Dilawar agresse violemment Amelia avec un marteau, il lui assène 3 coups à la tête, ce qui lui provoque une blessure de 7 cm au crâne. Alertée par les cris, des voisins se précipitent aussitôt dans la maison, la police se rend sur place, et malgré la gravité de l'agression, les deux sœurs ne racontent pas ce qu'il s'est passé, et elles refusent de porter plainte. Elles ne mentionnent pas non plus l'histoire de l'héritage. La police repart, Amelia est conduite à l'hôpital et sur place le personnel médical signale l'incident à la police, ce qui conduit à l'arrestation de Dilawar. Mais là encore, il n'est pas fait mention de cette histoire d'héritage. Après un procès rapide, Dilawar est condamné à 2 ans de prison et il doit également reverser 2 900 € à Amelia de dommages et intérêts. Il est aussitôt incarcéré et là, je vous laisse imaginer la rage qu'il habite. Du côté de Morata, la vie reprend son cours habituel pour la fratrie, même si leur situation financière continue de se détériorer. Mais bonne nouvelle, l'héritage va bientôt pouvoir être débloqué. Pour ça, le directeur général de la Banque des États-Unis va venir les voir en Espagne en personne pour les connaître et leur remettre l'argent. Dès que les sœurs lui auront envoyé 3 000 € pour les billets d'avion, évidemment. Amelia et Angeles s'attellent donc à la tâche. Le 12 septembre 2023, Dilawar sort de prison. Grâce à son statut de prisonnier exemplaire, à l'absence d'antécédents judiciaires et à la promesse d'indemniser Amelia, sa peine est suspendue après 7 mois d'incarcération. Il est libéré avec une ordonnance restrictive lui interdisant d'approcher les sœurs à moins de 500 mètres et d'entrer en contact avec Amelia pendant 2 ans et demi. Mais la situation de Dilawar est très précaire. Il n'a pas de travail, il n'a plus d'argent, plus de logement, donc il retourne à Arganda où il s'installe dans un squat en ruine avec 6 autres personnes. Il doit signer au tribunal tous les 15 jours, mais surtout, il doit commencer à rembourser ses dettes auprès de ceux qui lui avaient prêté de l'argent. Et du côté du Pakistan, sa famille est elle aussi au bord du gouffre, puisqu'il ne leur envoie plus d'argent depuis qu'il a revendu son cybercafé. Peu après sa sortie de prison, il se rend au commissariat et il demande l'autorisation de retourner chez les sœurs pour récupérer son passeport ainsi que ses affaires qu'il avait laissées dans la maison. Mais là, on lui dit que ce n'est pas possible, il y a une ordonnance d'éloignement de 500 mètres. Et malgré la demande de son avocat au tribunal, sa demande est encore une fois rejetée. Dilawar tente bien sûr de contacter les sœurs par téléphone et par message pour obtenir ses affaires, mais ne lui répondent pas. Amelia est bien trop occupée à chercher de l'argent pour faire sortir Edward d'Afghanistan et payer les frais de l'héritage d'Angeles. L'appartement de Madrid est vendu, idem pour les terres de Castilla, donc il ne lui reste qu'une option. Leur maison à Morata, celle où elles vivent, et elles la vendent. Il s'agit d'une vente en nue propriété, c'est-à-dire qu'elles vendent le bien, mais elles peuvent continuer d'y résider jusqu'à leur décès. Une fois l'argent reçu en novembre, Amelia envoie immédiatement une partie au banquier pour le faire venir en Espagne. Et 1 mois après, Amelia, Angeles et Pepe disparaissent soudainement. Les premiers jours, leur absence n'a pas inquiété le voisinage. C'est la fin de l'année, c'est pas inhabituel que les gens partent en vacances durant cette période. Mais à partir de la mi-janvier, les habitants de Morata commencent à s'inquiéter. Depuis presque 1 mois, les volets de leur maison restent fermés, ils ne répondent plus aux messages WhatsApp et ils ne participent plus aux activités de l'église comme ils le faisaient habituellement. Donc les voisins préviennent les autorités. La preocupación y a partir del domingo ha sido todo muy rápido y bueno, hemos puesto en marcha el protocolo pues para intentar pasar y entrar, pues estuviera, no estuvieran de viaje, que era lo más normal y que todo el mundo hubiéramos pensado, así que ha sido una verdadera sorpresa. Le 18 janvier 2024, vers 11h30 du matin, la garde civile fait irruption dans la maison et les agents tombent sur une scène macabre. Les corps des 3 frères et sœurs gisent sans vie dans le salon, ils sont empilés l'un sur l'autre. Amelia en bas, puis Angeles et Pepe au-dessus. C'est probablement l'ordre dans lequel ils ont été exécutés. Les victimes présentent des signes de violence extrêmes et elles sont partiellement brûlées. La garde civile ouvre immédiatement une enquête pour meurtre et les enquêteurs se centrent tout d'abord sur la collecte de tous les indices matériels disponibles sur la scène de crime. Bon, nous on a une idée de qui a fait ça, n'est-ce pas? Mais laissons-leur le temps de le découvrir. Les enquêteurs remarquent tout d'abord que la porte d'entrée n'a pas été forcée. Et ce que ça suggère, c'est que la personne qui les a tués était connue des victimes ou avait la clé de la maison. Lorsqu'ils interrogent les habitants de la commune, on leur parle tout de suite de cette histoire d'héritage. La fratrie était par le passé bien intégrée dans la communauté, puis au fil des mois et des années, la situation s'est dégradée. On leur parle des dettes que les sœurs avaient accumulées à gauche et à droite, et on leur parle également de cet homme noir qui avait vécu quelques mois dans la maison. Les enquêteurs vérifient de leur côté, ils retrouvent le rapport d'agression dans leur fichier. Mais les enquêteurs n'ont pas le temps de lancer un mandat d'arrêt, puisque le 22 janvier, 72 heures après la découverte des corps, un homme se présente à la caserne de la garde civile d'Arganda del Rey et se constitue prisonnier. Il s'agit de Dilawar, mais ça,
vous le saviez déjà. Dilawar est interrogé par les enquêteurs et il leur raconte toute l'histoire depuis le départ. Il a quitté son pays pour avoir un avenir meilleur, il a travaillé dur et lorsqu'il a rencontré ces deux femmes âgées, il leur a fait confiance aveuglément. Il a tout sacrifié pour cette promesse de remboursement. Quand il s'est installé chez elle et qu'il a réalisé qu'il s'agissait d'une arnaque, il a eu du mal à y croire. Il devait tellement d'argent aux créanciers de sa communauté et sa famille comptait sur lui au Pakistan. C'est là qu'il a réalisé qu'il avait ruiné sa vie et celle de sa famille pour un mensonge. Mais le point de non-retour, ça a été sa condamnation et les dommages et intérêts. Sa famille au Pakistan souffrait du manque d'argent, il était persécuté en Espagne par ses créanciers et il devait en plus reverser une indemnisation à Amelia et elle refusait de lui rendre ses affaires. Il raconte qu'il s'est senti démuni et désespéré. Il devait récupérer au moins une petite somme d'argent pour l'envoyer à sa famille. C'est pour cette raison que le 17 décembre 2023, il a bravé l'ordonnance d'éloignement. Il s'est rendu chez Amelia dans la soirée avec une barre de fer pour réclamer son argent. Dilawar explique qu'il est entré dans la maison avec la clé qu'il avait encore et il a confronté Amelia. Mais elle n'a rien voulu entendre. Elle lui a demandé de partir. Dans un accès de fureur, il l'a battue à mort avec la barre de fer. Puis il a battu Andrélesque et lorsque Pépé s'est réveillé, sans doute alarmé par le bruit, il l'a battu à son tour. Après les avoir tués, il les a empilés dans le salon et il a tenté de mettre le feu avec du papier et du carton, mais ça n'a pas pris. Donc il est reparti. Le 24 janvier, Dilawar est mis en examen pour triple homicide. Cela dit, les enquêteurs ont un doute. Ils se demandent si Dilawar n'a pas agi avec des complices. Il n'a pas de permis, pas de voiture et on n'a jamais retrouvé l'arme du crime. Mais Dilawar assure que non, il était seul. Il a fait le trajet aller à pied, c'est environ 2 heures de marche. Et pour le retour, il a pris un bus de nuit. Mais il ne sait pas ce qu'il a fait de la barre de fer. Dilawar est envoyé en prison dans l'attente de son procès, mais le 15 février, soit 3 semaines après, il est de nouveau mis en examen pour un autre meurtre, mais commis derrière les barreaux cette fois. La noticia de última hora que acabamos de conocer, les contamos que el hombre de nacionalidad pakistaní de 42 años, detenido el pasado 22 de enero y encarcelado por la muerte de los 3 hermanos de Morata de Tajuña en Madrid, ha matado presuntamente esta noche a su compañero de celda en la prisión madrileña de Extremera. Según han informado fuentes de la investigación, el asesino confeso ingresó en el módulo 2 de la prisión y los primeros días permaneció solo, pero no tardaron en asignarle un compañero de celda al que esta madrugada presuntamente ha matado. Cumple con... Comme vous venez de l'entendre, vers 2h30 du matin, après une banale dispute sur le manque d'hygiène de son compagnon de cellule et des regards qui laissaient entendre une humeur homosexuelle, Dilawar a battu à mort son codétenu avec un poids de 2 kilos. Après le meurtre, Dilawar s'est tout simplement changé et il a appelé les gardiens pour les avertir qu'il venait tuer son codétenu, un Bulgare de 40 ans qui purgeait une peine pour violence domestique et vol. Jusque-là, Dilawar n'avait jamais eu le moindre problème avec ses compagnons ou les gardiens. D'ailleurs, lors de sa première incarcération, il avait été dépeint comme un détenu modèle. Cela dit, lorsque la police a interrogé l'entourage de Dilawar, certains ont témoigné qu'après sa sortie de prison en 2024, il leur avait confié qu'il avait très mal vécu son incarcération et que depuis il entendait des voix dans sa tête. Pour l'heure, il est toujours incarcéré, ses procès n'ont pas encore eu lieu, que ce soit pour le meurtre de la fratrie ou de son codétenu, mais dans la mesure où il a tout avoué, il ne devrait pas y avoir d'énormes rebondissements. Je vous tiendrai informé, bien évidemment, si on est toujours vivant d'ici là. Maintenant, concernant l'arnaque dont ont été victimes Amelia et Andrélesque, l'enquête a estimé qu'en 8 ans, elles ont envoyé environ 1,5 million d'euros depuis leur compte. Alors ça, c'est bien sûr une approximation à la baisse, puisque souvenez-vous qu'elles avaient également fait envoyer de l'argent par les paroissiens et par leur entourage. Et là, vous allez me demander à qui elles ont envoyé cet argent, qui est derrière cette escroquerie, vers quel pays ont-elles envoyé l'argent ? Eh bien, à Brad Pitt. Je rigole. Plus sérieusement, malgré tous les efforts de la police, on ne le sait toujours pas. Cela dit, Edward existe vraiment, les gars. Après une simple recherche Google, les enquêteurs ont découvert que l'escroc utilisait les photos de Wesley Clark. C'est un ancien général américain, commandant de l'OTAN pendant la guerre du Kosovo et candidat à la présidence des États-Unis en 2004. Il n'a pas fait une longue carrière dans la politique, mais il a eu une longue carrière en tant qu'homme d'affaires, notamment comme président d'une banque d'investissement. Et Michael existe lui aussi réellement. Vous savez, le mari d'Andrélesque. Il s'agit en fait d'un diacre de l'église catholique en Californie, Mario Guerra. Mario a été contacté par des journalistes espagnols et il a confirmé qu'il n'a aucun lien avec l'Espagne et qu'il n'a jamais mis les pieds en Afghanistan. Il a d'ailleurs expliqué que c'est pas la première fois que ces photos sont utilisées sur de faux profils Facebook dans le monde entier et il s'est dit profondément choqué que sa photo a été utilisée pour tromper les victimes. Comme vous pouvez vous en douter, l'affaire d'Amelia, Andrélesque et Pépé a profondément choqué l'Espagne. Elle a même déclenché un débat national sur la nécessité d'une meilleure éducation au monde numérique et d'une protection accrue contre les arnaques en ligne. Les autorités espagnoles ont depuis intensifié leurs efforts de prévention en lançant des campagnes de sensibilisation ciblées, en particulier à destination des novices et des personnes âgées.
Voilà tout pour l'histoire de la fratrie Gutiérrez Ayuso, 2 sœurs et un frère froidement tués nuit de décembre 2023, après avoir été arnaqués pendant plus de 8 longues années. Quelle affaire les gars, mais quelle affaire! Je pense que l'aspect peut-être le plus positif dans cette histoire, c'est qu'Andrés et Amelia sont mortes sans savoir qu'elles étaient victimes d'une arnaque, parce qu'elles allaient savoir comment elles l'auraient prise compte tenu de leur âge. Et le plus terrible, si je puis dire, c'est que j'ai eu de la peine pour tout le monde dans cette histoire. Pour la fratrie et également pour Dilawar. En fait, le mec, il a quitté son pays, il a fait plein de sacrifices, il avait des rêves plein la tête, il voulait ramener sa famille. Et à la fin, il s'est fait arnaquer par, j'ai pas envie de l'appeler une folle dingo parce qu'elle est morte, quoi. Mais ouais, par une meuf qui était un peu désaxée, j'ai l'impression. Et ça m'a fait de la peine. Après, celui qui m'a fait le plus de peine dans toute cette histoire, ça reste Pépé, miskin. Il était déficient mental et lui s'est retrouvé embarqué dans un truc où il avait rien à voir. Ces 2 sœurs qui dilapident la fortune de la famille pour du vent. Ensuite, Dilawar qui le tue. Ouais, il m'a fait beaucoup de peine, Pépé. Et petite parenthèse, j'espère que vous n'avez pas entendu plein de bruit, de miaulements et de grattements pendant toute la vidéo. En fait, j'ai le chat de ma petite sœur. Oh my god, il est tellement hyperactif. Donc j'espère que vous ne l'aurez pas entendu. Et dernière petite parenthèse, là actuellement je suis en train de vous préparer une affaire qui est similaire à celle que je vous ai racontée aujourd'hui, mais qui se passe en Italie cette fois. Elle est également récente et elle est tout aussi cruelle, mais vous ne le verrez pas vous-même. Ce que je vous propose à présent, c'est que si cette histoire vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo, mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.